Hussein, qui est formateur animateur régional de l'OFPPT, enseignant à l'ENCG Casablanca. Et aussi, c'est une personne qui partage beaucoup sur sa chaîne YouTube, elle partage sur la logistique à l'export, sur pas mal de sujets, sur la commercialisation à l'international. Et aussi avec nous, Madame Oumnia, qui n'est pas encore avec nous, mais Madame Oumnia, c'est une entrepreneuse passionnée par l'entrepreneuriat qui a créé son entreprise de distribution de services téléphone, d'Estril Import-Export et Promotion en 2004. Elle est actuellement présente partout au Maroc. Elle est aussi ex-présidente de la FEMFES pour plusieurs années. C'est une battante de l'entrepreneuriat féminin. C'était toujours sa vocation d'encourager, d'accompagner les femmes entrepreneuses. Et c'est ce qu'il fait avec force en tant que professeur à l'université Moulay Ismaïl Amknes et aussi à l'université de Rachidia. En fait, Madame Sbahi est docteur en économie de gestion avec un MBA en finance de l'université Tampa à Florida. Elle avait présenté le Maroc en 2011 dans le programme New Beginning du département d'État américain. Merci à vous, Monsieur Hussein. Merci à Madame Oumnia pour répondre présent à ce panel et pour votre passion pour le partage et partager beaucoup d'informations. Pour les personnes qui sont avec nous, aujourd'hui, on va discuter un sujet qui est très intéressant. On a tous des produits de terroir, des produits qu'on produit ici au Maroc, qu'on espère exporter à l'international. Mais aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent avec des produits importés, vu qu'on ne produit pas tous les produits ici au Maroc. Du coup, il y a un vrai challenge pour l'import et l'export. Et c'est là où je vais commencer par le commencement qui est l'import. Beaucoup d'entreprises, si je dirais pas 90% des entreprises marocaines importent des produits de l'étranger. Et je veux savoir de la part de Monsieur Hussein, quelles sont les étapes? Comment ça se fait l'import aujourd'hui au Maroc, avant le Covid et maintenant dans la période Covid? Bonsoir à vous tous, bonsoir tout le monde. Ravi d'être là parmi vous et de partager ce que Dieu m'a appris, partager ma passion sur les techniques logistiques du commerce international. Pour ce qui est de l'import, en fait, tout le monde, avant le confinement, était à l'aise. Tout le monde pouvait importer, exporter. On a pu même au Maroc développer et faciliter les opérations d'import-export en créant des logiciels qui ont permis d'éliminer les papiers et de réaliser les opérations d'import-export au bout du doigt, par simple clic sur l'ordinateur. Donc, le Maroc a réussi une nette amélioration là-dessus. Et j'espère de tout cœur que les autres secteurs vont pouvoir suivre et que tout le monde puisse passer à la digitalisation. En fait, ces opérations qu'on commence à faire sur le net ont pu faciliter les opérations d'import-export. Ils ont pu réduire les coûts et les délais des opérations d'import-export. Alors, durant la période de confinement, on va voir que les exportations, les imports, les opérations d'import-export, les opérations portuaires se sont améliorées durant la période de confinement. Mais pas tous les secteurs. Il y a des secteurs qui se sont améliorés. D'autres, on a constaté le recul des opérations d'import-export. Prenons l'exemple du blé. Alors, vous savez qu'au Maroc, on a passé par une période de sécheresse. Et donc,
pour remédier aux problèmes de production locale, on était obligé d'importer. Et l'État a dû recourir aux subventions, aux facilités de réduction des droits et des impôts pour que les gens puissent importer. Donc, et vu le confinement, il y avait un besoin qui est grandissant vis-à-vis des céréales. Et donc, on a vu qu'il y a beaucoup de bateaux dans les ports marocains, surtout le port de Casablanca. Et donc, il y avait des mouvements d'entrée et de sortie de marchandises. Pour ce qui est des autres secteurs, on va prendre l'exportation, par exemple, des tomates. Ça s'est amélioré. Surtout, on a constaté que dans l'Union européenne, il y avait un arrêt total, presque total de la production. Et donc, automatiquement, épuisement des stocks en Union européenne, ils ont dû recourir à la production des tomates, de beaucoup de fruits et légumes marocains. Par contre, d'autres secteurs ont un peu souffert. Dans tous les cas, il faut se dire que durant la période de confinement, presque un tiers du commerce international a été réduit. Des chaînes de production ont été arrêtées, c'est normal, des contrats qui ont été rompus, et donc automatiquement le commerce mondial a dû être réduit et ça se répercute sur le PIB. Donc ça affecte le PIB des nations. Donc automatiquement les recettes fiscales se sont réduites et donc les gens vont connaître une pénurie. Et soyez sûrs et certains que si au Maroc, on a opté autrement pour remédier ce problème, le problème économique va s'aggraver après cette période de confinement. Soyez sûrs de ça. On va passer par une période de crise et j'espère, s'il y a une volonté collective de se développer, de réaliser une bonne exportation, on va voir que le Maroc pourra, si Dieu le veut, dépasser cette crise. Mais juste entre parenthèses, c'est que qu'est-ce qu'il a fait le Maroc? En fait, tout le monde prenait avant le confinement le libéralisme. Tout le monde se disait, on va libérer notre économie, on va réaliser des accords. Le Maroc a réalisé des accords avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec beaucoup de pays arabes. Mais durant la crise du coronavirus, qu'est-ce qui s'est passé? On a totalement changé de paradigme. C'est-à-dire, on était dans le plein libéralisme et brusquement, on est passé au protectionnisme. Donc, on était obligé de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait durant dans cette période de confinement? Le Maroc a fermé les barrières pour les personnes, mais les marchandises continuent à être importées, surtout ce dont on avait besoin, tout ce qui est céréales et hydrocarbures. Et en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a opté pour ce qu'on appelle l'industrie de substitution des importations pour certains secteurs. Donc, concernant par exemple les masques, on a constaté que durant cette période de confinement, qu'on a arrêté les importations de masques et on a décidé de produire localement les masques. Donc, à une certaine période, 17 usines qui ont travaillé jour et nuit ont pu produire presque 8 millions de masques. Donc, ce qui a permis au prix unitaire de masques d'atteindre 0,80 centimes. J'ai pu personnellement acquérir des masques à 0,80 centimes, c'est pas cher. La même chose s'est passée avec les appareils de respiration. Vous savez que le Maroc a profité des entreprises qui étaient là au Maroc. Ils ont amené avec eux leur savoir-faire et nos ingénieurs ont appris ce savoir-faire, ont amélioré leur savoir-faire et l'État a décidé que certaines entreprises
puisse créer ou la fabriquer ces machines de respiration. Donc, au bout d'un certain moment, on a pu produire les machines qu'on importait. Voilà, deux situations, deux cas concrets, les masques et les machines. On a opté pour ce qu'on appelle l'industrie de substitution aux importations. Donc, on a pu produire localement ce qu'on produisait. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a pu éviter la fluctuation des prix à l'international. On a pu échapper à un lobby d'exportateurs chinois concernant les masques. Et donc, on a pu stabiliser le prix de ces masques. C'est un bon point pour le Maroc. On a même passé un certain moment à la valorisation des exportations. Donc, on s'est dit que pourquoi pas, on va exporter les masques et ces machines. Et on a pu décrocher beaucoup de contrats. On a pu exporter les masques aux États-Unis et ces machines de respiration aux États-Unis. Donc, c'est une bonne chose. En fait, le savoir-faire, la pratique du savoir-faire dans les usines de l'aéronautique, on a pu prendre ces ingénieurs avec des capacités productives du Maroc et réaliser cette production. Et on a même pu valoriser nos exportations. Donc, je pense personnellement que… Oui, monsieur, ça reste toujours le point qu'on importe la matière première. Oui, on produit des masques, on a une production locale, mais on est toujours dépendant des matières premières qui viennent de l'étranger. Oui, Du quoi de coup, plus normal? aujourd'hui au Maroc, je suis un entrepreneur qui travaille dans l'import-export. Comment ça se passe pour moi? Quelles sont les étapes clés qui sont mis en place aujourd'hui, ici au Maroc? Les étapes? Les étapes pour importation. En fait, pour l'importation, en fait, c'est clair que certaines industries doivent importer pour pouvoir exporter. Donc, ils sont là pour créer de la valeur ajoutée, valoriser les importations pour qu'ils puissent les exporter. Quoi de plus normal? Et donc, pour pouvoir importer une marchandise, tout simplement, il faut se dire que c'est un choix à faire. Est-ce que je dois acheter localement ou bien importer? C'est la première des choses. Ensuite, il faut se dire où est-ce que je veux importer? Est-ce qu'il n'y a que l'Union européenne ou bien il y a d'autres pays? Avec l'Union européenne, il y a des accords de libre-échange, mais ça concerne certains produits. Ce n'est pas un accord de libre-échange total. Donc, il concerne certains produits. Donc, du coup, je dois calculer, est-ce que je vais importer des pays les plus proches ou bien les pays les plus loin? Ça ne dépend pas vraiment de la distance parce que vous voyez que maintenant, pour importer de la Chine, parfois, les coûts coûtent moins cher d'importer de la Chine que d'importer de la Belgique. Pourquoi? Justement parce que les Chinois, ils maîtrisent les capacités productives et maîtrisent les capacités logistiques. Donc, supposons moi, je veux importer une marchandise de la Chine. Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, je dois faire la prospection, la recherche de fournisseurs. Je dois négocier, faire les contrats. Une fois que je passe la commande, le fournisseur doit m'envoyer la facture pro forma. S'il m'envoie la facture pro forma, je peux m'adresser à ma banque et lui dire, tiens, j'ai du dirham et j'ai besoin des devises. Voici ma facture pro forma. En fait, il faut distinguer juste un petit peu. Le fournisseur ne peut pas m'envoyer la facture. Il peut m'envoyer la facture pro forma. C'est un document transitoire pour réaliser ma première opération. Donc, je m'adresse à ma banque et je lui dis, j'ai besoin des devises. C'est ce qu'on appelle engagement d'importation. Ça peut prendre d'autres noms, c'est en fonction de la nature du produit. Parce qu'il y a des produits qui sont libres à l'importation. Il y a d'autres produits qui supposent des autorisations. Et il y a certains produits qui sont limités
dans la quantité, ce qu'on appelle le contingentement. Donc, tout dépend de la nature du produit. Mais on va se dire que le produit il est libre et on peut l'importer. Très bien. Maintenant, dans mon compte de commande, il fallait mentionner certains points. Le plus important de ces points, c'est jusqu'à quelle limite le fournisseur est responsable. Et jusqu'à quelle limite le client est responsable, c'est ce qu'on appelle les incoterms. Je dois mentionner ça dans mon bon de commande. Et donc, s'ils se mettent d'accord avec le fournisseur, ils peuvent se dire, j'ai mes propres conditions, les incoterms, ou bien tu vas me livrer la marchandise dans la porte de votre usine, ou bien tu vas me livrer la marchandise dans un autre emplacement. Justement, pour éviter le conflit dans la limite de responsabilité du commerce international, la Chambre de commerce international a instauré ce qu'on appelle des incoterms, International Commercial Terms, c'est-à-dire des termes qui limitent la responsabilité du fournisseur et du client, de l'exportateur et de l'importateur. Ils sont aux alentours de 11 et presque chaque 10 années, ils changent les incoterms. Dernièrement, en 2020, les incoterms ont changé. Ils sont toujours à l'ordre de 11. On croyait qu'il y avait une mutation dans les incoterms. En fait, il y a juste un petit changement, une petite modification dans les incoterms. Mais ils sont toujours à l'ordre de 11. Maintenant, on va prendre les incoterms les plus utilisés, c'est-à-dire le CFR, le FOB et le DDP, Delivered Directive Paid. Si je me mets d'accord avec un fournisseur sur l'incoterm FOB, Free on Board, ça veut dire que ce fournisseur doit me préparer la marchandise en quantité désirée, mais avec l'emballage et l'étiquetage que j'ai désiré, parce que c'est important d'avoir l'étiquetage conformément aux lois marocaines. Donc, il ne peut pas mettre le marquage, par exemple, avec l'écriture chinoise. Au Maroc, le marquage, ça doit se faire en français, en langue latine, ou bien en arabe. Dans tous les cas, il faut que ça soit lisible au Maroc. Donc, l'étiquetage, le marquage, il y a l'emballage, il y a aussi la palettisation. Généralement, la palettisation, c'est le terme utilisé par tout le monde, ça veut dire le fait de mettre la marchandise dans les palettes. Moi, je vais l'appeler fardelage. C'est un mot, c'est le mot technique de la palettisation. Donc, il vaut mieux utiliser ce terme. Ça, c'est juste entre parenthèses. Puis, mettre la marchandise dans des conteneurs s'il y a lieu, c'est ce qu'on appelle l'emportage. Sinon, la marchandise, elle peut circuler en vrac, ça dépend de la nature des marchandises. Les marchandises ne sont pas toutes mises dans des conteneurs, mais généralement, ils voyagent, presque 90% du commerce international se fait en maritime, par bateau. Et ça dépend, ça peut être en conteneurisé ou non. Et donc, le fournisseur doit préparer les documents exigés par le client et ils doivent se mettre d'accord sur le paiement. Généralement, pour sécuriser le paiement, apparemment, le son est coupé. Non, on vous écoute très bien. On vient de m'envoyer un message, on m'a dit que le son est coupé. C'est bon, je continue. Je vous dis que mettre la marchandise et préparer les documents. Et ce qu'il faut préparer les documents, il faut exiger au fournisseur de certains documents. Par exemple, il y a bien sûr la facture, ça c'est obligatoire. Il y a la liste de colisage. À quoi sert en fait la liste de colisage? C'est chaque colis, qu'est-ce qu'il y a dans chaque colis? Comme ça, à la douane, supposons que j'ai 100 colis, d'accord? Et dans chaque colis, j'ai écrit le numéro du colis, la provenance, la destination, etc. J'ai mis les informations et j'ai mis que dans le colis numéro 10, il y a 10 stylos. Le douanier ouvre, il trouve 10 stylos. Très bien, il va prendre un autre colis
j'écris dans ce deuxième colis qu'il y a 20 règles, il ouvre, il trouve 20 règles, il n'est pas obligé d'ouvrir la totalité des conteneurs. En fait, la liste de colisage, essentiellement, elle est destinée pour la douane. Bien sûr, elle est destinée pour autre chose, mais on va se dire qu'il faut la liste de colisage, un certificat de pesage, ça c'est devenu obligatoirement depuis 2016 au Maroc. Il faut peser la marchandise avant de l'exporter. D'accord? Et bien sûr, il faut un certificat de pesage. Comme ça, on va s'assurer, parce que dans les conteneurs, il y a le poids à ne pas dépasser. Donc, il se peut que les gens mettent la marchandise et qu'ils dépassent le poids. Donc, les autorités commencent, depuis 2016, les autorités marocaines commencent à exiger ce certificat de pesage. Il est obligatoire. Comme ça, on évitera les problèmes en route. Des certificats sanitaires ou phytosanitaires. Donc, il y a des certificats qui attestent, certificats d'origine qui attestent l'origine. Il faut juste faire une petite distinction entre certificat d'origine et certificat de provenance. Quelle est l'utilité de certificat d'origine? Le certificat d'origine va servir à attester que le produit provient effectivement de ce pays. Mais le problème, c'est que beaucoup de produits, on a des problèmes sur le certificat d'origine. Pourquoi? Parce que beaucoup de produits sont basés, comme l'a dit mon collègue, sur l'importation. J'importe la matière première et je réalise un produit fini. Et donc, oui? Oui, donc, d'accord. Donc, on a besoin d'un certificat qui atteste l'originalité de produit. Pour ce qui est des accords entre le Maroc et les pays arabes, il suppose que pour avoir un produit d'origine marocaine ou bien égyptienne, par exemple, ça suppose au moins 25% de valeur ajoutée. Donc, il y a des problèmes là-dessus pour attester l'originalité d'un produit. Alors que la provenance signifie que le produit provient d'un pays. Il se peut que, oui ou non, il est d'origine de ce pays ou d'un autre pays. Donc, comme j'ai dit, il faut une connaissance des documents. Bien sûr, il faut les connaissances des organismes qui délivrent les autorisations de passage de cette marchandise. L'exemple, ici au Maroc, nous avons des conditions, des exigences sur la qualité. Nous n'acceptons pas n'importe quelle marchandise. Il faut avoir l'autorisation de certains organismes pour pouvoir importer de la marchandise. Par exemple, l'ONSA, c'est l'Office de sécurité alimentaire, pour tout ce qui est alimentaire. Donc, pour importer un produit, il faut l'autorisation pour un produit alimentaire, il faut l'autorisation de l'ONSA. Ce qui est facile dans cette opération, pour faciliter plutôt les choses, il vaut mieux importer un échantillon et chercher n'importe quel produit et chercher les autorisations, puis par la suite, on peut importer la marchandise. C'est la meilleure technique pour importer une marchandise. Et comme je vous disais, si on se met d'accord avec le fournisseur, ça veut dire que le fournisseur est obligé de prendre sa marchandise depuis ses entrepôts et de les déplacer jusqu'au port. Et j'insiste sur le terme port et non pas aéroport parce qu'on s'est mis d'accord sur FOB, Free On Board. Free On Board, en fait, il est exclusivement maritime. C'est-à-dire que si je me mets d'accord sur l'incoterm FOB avec le fournisseur, il doit mettre la marchandise sur le bateau et nous, on doit s'assurer de la qualité de cette marchandise. Donc, il va faire le dédouanement export, il va faire le passage portuaire et il est obligé de mettre la marchandise dans le bateau. Sa responsabilité s'achève ici. Entre-temps, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre tous ces documents, les documents commerciaux qu'on a dit tout à l'heure, les documents de transport. En maritime, c'est le connaissement maritime. En aérien, c'est la lettre de transport aérien. Et les documents douaniers, bien sûr. Puis, remettre tous ces documents à sa banque. N'oublions pas qu'ils doivent se mettre d'accord, on a dit,
sur la quantité, prix, etc., sur les incoterms, mais ils doivent se mettre d'accord sur les modalités de paiement. On va se dire qu'on s'est mis d'accord sur la modalité qui assure le paiement de l'opération, c'est la remise documentaire. Remise documentaire, c'est quoi? Il se peut qu'on exige, que l'exportateur nous exige de verser une avance d'argent. Mais pour plus de sécurité, il vaut mieux opter pour les techniques qui peuvent couvrir l'exportateur et l'importateur. Alors, je vous propose la remise documentaire, mais aussi les crédits documentaires. Il y a lettre de transport, le stand-by. Mais dans tous les cas, quelles que soient les techniques de paiement, la moins coûteuse est la remise documentaire. Alors, les documents sont là, l'exportateur a mis la marchandise dans le bateau, il va s'adresser à sa banque, il va lui remettre les documents, sa banque va contacter ma banque, moi je suis l'importateur, et ils vont faire la remise de documents contre argent. Sa banque va remettre à ma banque les documents et ma banque va le payer. Ma banque va me remettre les documents et je vais attendre au port. Alors, qu'est-ce qui se passe, l'importation? Oui, je continue ou bien… En fait, vous m'avez donné plusieurs informations. En fait, c'était en général la procédure de l'import-export qui existe avec le point Incoterm, avec le point des paiements. Est-ce que je suis obligée de connaître, moi, entrepreneur, de connaître toutes ces notions pour effectuer de l'import-export? Et je pense vraiment que madame… oui, Oui, je peux facilement recourir à un intermédiaire et lui, il me fait ça. Donc, parmi les étapes que je devais dire, c'est le recourir aux intermédiaires, le choix des intermédiaires. Il y a les transitaires, il y a les transporteurs, il y a les commissionnaires, il y a les courtiers. Donc, je pouvais recourir à ces intermédiaires pour effectuer ces opérations. Maintenant, je vous dis personnellement, si je m'adresse à un comptable, hein, il vaut mieux que je connaisse un peu la terminologie de ce comptable afin qu'on puisse se mettre d'accord sur le langage. Il se peut que si je ne connais rien et que je dois avoir avec la personne qui va effectuer mon opération, il doit maîtriser le tout. Alors, s'il me dit effectuer cette tâche, je vais la faire parce que je n'y connais rien. Il vaut mieux connaître un petit peu le rouage afin que le langage de communication puisse être facile. Voilà. On est obligé de connaître un petit peu ce qui se passe. ok. Je vous remercie, monsieur. Et je veux savoir l'avis de Madame Oumnia qui est avec nous aujourd'hui. Merci, Madame Oumnia, d'avoir accepté notre invitation. On ne vous entend pas. Regardez, audio, vous m'entendez maintenant? C'est bon maintenant? Oui, exactement, Madame. C'est bon? Oui? Good? Good? Good. Good. Excellent. Alors, bon, déjà, c'est un bonheur d'être parmi vous. Je trouve que c'est toujours un plaisir d'échanger. On apprend beaucoup dans ces webinaires et on essaie d'apporter de notre propre expérience. Alors bon, rapidement, je voudrais placer mon intervention dans un contexte macroéconomique. D'accord? Donc, j'ai un document qui est officiel et qui va démontrer un peu l'impact sur l'économie et le commerce, l'impact du Covid, parce que nous sommes quand même dans un contexte économique particulier, celui d'une pandémie sanitaire, celui d'une crise sanitaire, celui d'une crise qu'on n'avait pas du tout l'intention de vivre et aussi qu'on n'a jamais, en tant qu'entrepreneur, quels que soient les domaines d'activité dans lesquels nous sommes, nous n'y avons jamais pensé. Alors, je reviens rapidement on va dire, à la théorie économique. On a toujours parlé de crise financière, on a des cycles de crise, les crises de Kongratiev, les crises de Juglar, les cycles de crise de Juglar, mais on n'a jamais pensé à prévenir une crise sanitaire. Donc, on y est.
un problème de santé qui va vraiment handicaper l'économie mondiale pendant 3 bons mois, d'accord, et qui aura un impact très lourd sur, bien sûr, les années à venir. Par exemple, je prends le secteur aéronautique. Le secteur aéronautique ne pourra se remettre que dans 5 ans. Ce n'est que dans 5 ans. Bon, les statistiques que je vous donne sont des statistiques qui sont vérifiées et qui sont données par des experts internationaux. Donc, je ne donne aucun chiffre qui n'ait pas été vérifié. Donc, pour le secteur aéronautique, ce n'est que dans 5 ans qu'il y aurait une reprise. Et ça, c'est général, c'est mondial, du trafic aérien et du nombre de transit des passagers dans les aéroports tel qu'il a été avant cette crise. Donc, c'est assez lourd. Je parle du transport aérien. Le transport maritime, idem, parce que le transport maritime pour les marchandises, il a continué à fonctionner, mais pas pour le transport des passagers. Aussi bien en transport de passagers pour les transits qu'en transport de passagers pour le tourisme. Et je cite à titre d'exemple le transport dans les croisières ou le tourisme de croisière. Donc, ce n'est que dans 5 ans, selon les experts internationaux, et je vous envoie, il y a un grand expert qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Xavier Tillerman, il est français, mais il fait des enquêtes et des recherches très approfondies dans le secteur justement du transport ou le secteur des transports. Alors ça, c'est par rapport à ça. Bon, nous sommes dans un contexte de crise, une crise sanitaire qui handicape aussi bien l'économie dans tous ces secteurs d'activité, aussi bien la TPE, la toute petite entreprise, la PME, PMI, petite et moyenne entreprise et petite et moyenne institution, que les entreprises multinationales, qui sont complètement en phase avec la mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, nous, les petites entreprises ne sont pas en phase avec la mondialisation, c'est plutôt des entreprises nationales qui font de la production nationale et qui visent le client marocain. Mais pour les entreprises multinationales, l'impact a été encore plus lourd parce qu'ils ont arrêté la production, c'est de l'industrie, ce sont des marges bénéficiaires plus importantes et c'est des infrastructures et des investissements qui sont lourds. Donc, ils ont vraiment ils ont souffert même plus que les entreprises, on va dire, PME, PMI. Sauf que dans le contexte de crise, on se rend compte que c'est quand même incroyable que nos entreprises marocaines, qui représentent 90% du tissu économique, qui sont les PME, PMI, et qui sont les premières à créer de l'emploi pour les jeunes, et qui sont les premières entreprises, grâce à leurs structures flexibles, qui permettent de créer de l'emploi, d'innover et d'être, on va dire, des entreprises socialement responsables, des entreprises dans l'entrepreneuriat social, ce sont ces entreprises-là qui, on se rend compte aujourd'hui, qui ont des structures fragiles. Elles n'ont pas pu tenir 3 mois avec on va dire, de la trésorerie, du cash flow pour payer les salariés, pour payer les fournisseurs, pour payer la marchandise. Donc aujourd'hui, on se dit, il faut une nouvelle façon d'appréhender l'économie dans les années qui suivent. Il faut pouvoir mettre en place des mécanismes qui vont permettre à l'entreprise d'être plus solide et d'avoir une structure solide. Donc ça, c'est un peu le contexte macroéconomique dans lequel je vais placer mon intervention. Pour revenir, parce que le titre du webinaire, il se rapporte au commerce international. Je suis dans le secteur de l'immobilier, de la construction, je suis dans le secteur de l'importation des matériaux de construction, dans d'autres secteurs, mais je vais m'arrêter à ça pour être consistante. Bien, alors, nous importons des matériaux de construction et cette activité ne s'est pas arrêtée. Donc, j'ai reçu un conteneur il y a 3 semaines. La marchandise, elle a été reçue dans les temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retard particulier par rapport au délai de livraison. Donc, on va dire qu'on peut être fier de notre pays, le Maroc, qui a pu quand même, malgré cette crise, permettre aux entreprises de continuer à fonctionner, on va dire partiellement, mais c'est-à-dire que le transport international maritime, justement, ne s'est pas arrêté. Maintenant, à quel niveau on a senti un peu le retard? C'est au niveau des transitaires. Alors, je reviens à ce qu'a dit Ousted. Il y a un petit moment, il a parlé de tous les prestataires de services qui entourent le commerce international. Il a parlé de certains incoterms. Les différents partenaires du commerce international de l'entreprise sont, 1,
il y a d'abord les transporteurs internationaux. 2, il y a les banques. Et 3, il y a le transitaire, d'accord, qui lui assure la relation de l'entreprise avec, d'une part, donc le client ou le fournisseur plutôt international. Je parle de l'importation. Donc moi, j'importe, je ne fais pas d'export. Je parle donc quand on reçoit de la marchandise de l'étranger. Donc le transitaire, il assure justement la mise en place des incoterms. Je reviens à ce qu'a dit Oustad il y a un moment. Effectivement, quand on a par exemple, un crédit documentaire, le transitaire s'assure que la marchandise est de bonne qualité, que nous avons effectivement bien payé notre fournisseur et que notre fournisseur nous a effectivement bien envoyé la marchandise en bonne et due forme, et nous la recevons. Donc, pour revenir à cette crise de Covid, on n'a pas été touché, on a reçu la marchandise. À quel niveau on a été touché? C'est par rapport à l'écoulement de la marchandise. C'est au niveau de l'aval de la supply chain, de la chaîne de distribution, parce qu'on n'avait pas de clients. D'accord? Les clients n'étaient pas là, mais la marchandise elle a été bien reçue. D'accord? Donc, je ne veux pas être longue dans mes interventions. Je préfère que vous, éventuellement, que vous me posiez des questions. Je voudrais partager avec vous quelques chiffres très intéressants sur le résumé des impacts sur l'économie et les commerces et les mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises importatrices et exportatrices. D'abord, il y a les mesures monétaires, les réductions du taux directeur par la Banque du Maroc, les mesures douanières, les mesures financières et économiques. Et je vous laisse le soin de rediriger la question si vous avez besoin de plus de détails. Merci, Nawal. Merci beaucoup, Madame Omnia. Vraiment, c'était très intéressante votre intervention. Et j'ai une petite question. Oui. Par rapport au point du coût de revient de la marchandise. Est-ce que le coût de revient a changé, vu que c'est une période qui nécessite beaucoup de mesures de protection, on utilise beaucoup de produits que nous n'utilisons pas dans la vie normale. Comment le Covid a impacté votre coût de revient? Très bien. Alors, avant de passer avant de répondre à cette question, je voudrais quand même replacer, toujours, je place mes interventions dans un contexte. Donc, il ne faut pas oublier que l'activité, je parle de l'activité exportatrice et importatrice, toute l'activité du commerce international au Maroc, elle est quand même dépendante de l'économie européenne. Donc, l'activité économique du Royaume, elle est inévitablement impactée. Il y a un repli de croissance, d'accord? L'Union européenne représente plus de 58% des exportations marocaines, 59% du stock des investissements directs étrangers et 70% des recettes touristiques et 69% des transferts de Marocains résidant à l'étranger, d'accord? Donc, il y a eu un impact, certes, sur l'économie globalement. Alors, l'économie nationale, elle a été revue à la baisse, donc une diminution de la croissance donc moins 2,3%, également en lien avec la mauvaise récolte céréalière, ça c'est clair. Alors, par rapport au commerce, l'impact, il a été contenu par rapport au transport et le transit des marchandises, tout à fait normal. Moi, je vous ai parlé de mon activité parce que j'importe de Turquie. D'accord? Mon fournisseur est en Turquie. Avec la Turquie, c'est fluide. D'abord, il y a l'accord de libre-échange qui facilite la tâche, qui aide. Donc, nous avons un accord. Et la relation commerciale entre les Marocains et les Turcs, elle est fluide. Je peux vous dire que ça devient presque des amis et qu'il y a une relation fraternelle et que ça passe crème, comme on dit dans le langage courant. Ça passe vraiment crème. Alors, il y avait une baisse attendue donc, de 20% des volumes totaux des biens échangés, équivaut à une perte de 2,6 millions de tonnes chaque mois à partir de mars 2020, selon une étude qui a été faite par CFG Bank. Ralentissement des exportations au vu de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, de l'allongement des délais de traitement des dossiers et de la baisse de la demande étrangère adressée au Maroc. Les activités d'export, elles ont été plus touchées que par les activités d'import. Parce que nous, le Maroc, il n'a pas fermé les frontières par rapport à notre marchandise, et je parle d'une expérience personnelle. Je ne sais pas pour les autres amis et collègues qui importent d'autres marchandises, peut-être l'agroalimentaire, peut-être, je parle on my behalf, donc en ce qui concerne les matériaux, nous avons reçu notre marchandise sans aucun problème. Petit délai, peut-être d'une semaine, c'est pas trop méchant. Alors, et puis, bien sûr, je reviens un peu à l'impact.
baisse de la facture énergétique grâce au déclin du cours du pétrole, actuellement à moins de $30 le baril. Bien, alors je vais répondre à votre question par rapport au coût de revient, Nawal, pour ne pas que je vous perde dans mes blabla. Donc, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, d'abord, mesures monétaires, donc réduction du taux directeur de la Banque centrale du Maroc, d'accord, à 2%, ça vous le savez. Les mesures commerciales et douanières, demande du directeur général des douanes qui a été adressée à l'association des importateurs de véhicules afin de réduire au strict minimum les importations, réduire les importations. Donc ça, ce n'est pas un problème logistique et opérationnel, mais c'est une décision qui est gouvernementale et structurelle. C'est différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rattacher la problématique de l'importation à des problèmes opérationnels. Non, les administrations ont continué à travailler même de loin. Nous avions nos attaches avec nos transitaires, mais il y a eu des activités pour lesquelles notre pays a décidé d'arrêter. Pourquoi? Parce que par peur de ne pas pouvoir écouler cette marchandise. Parce que si on avait, je sais que pour certaines entreprises comme Peugeot, Fiat, pas Fiat, l'autre, la Dacia, le Renault, ils ont décidé d'arrêter les commandes parce que pour le moment, les commandes qui vont être reçues n'ont pas la marge de manœuvre d'être écoulées par rapport d'abord à un pouvoir d'achat qui est complètement sporadique à cause de cette crise sanitaire et bien évidemment par rapport aussi à la possibilité de supporter les paiements internationaux parce qu'il y a une crise de devises. Aujourd'hui, le Maroc connaît une crise de devises. Il ne faut pas se mentir, on le sait. Donc, pour assurer l'équilibre, je salue au passage les initiatives prises par le gouvernement marocain qui étaient des initiatives financières intelligentes et louables pour pouvoir gérer cette transition. D'accord? Alors, possible restriction à l'exportation depuis le Maroc des dispositifs médicaux parce que pour certains produits, il y a on va dire, certains produits comme les produits médicaux, comme les produits peut-être agroalimentaires, il y a un risque plus par rapport à ce Covid. Nous, ce Covid, c'est un véritable ennemi qu'on ne connaît pas. On sait que pour une angine, il faut prendre de l'amoxicilline, mais pour ce Covid, on ne sait même pas qui il est. Donc, en fait, notre pays a pris des mesures pour éviter ce problème. Et je peux vous dire une chose, je reviens à mon activité d'importation. Quand on a reçu la marchandise, on nous a assuré au port que cette marchandise était complètement, elle a subi une désinfection. C'est-à-dire qu'ils ont mis des produits pour désinfecter la marchandise qui a été reçue d'Istanbul. Très bien. Alors, pour revenir un peu à l'impact des coûts de revient, certes, bien sûr, parce que pourquoi? Bon, déjà que nous, avec l'international, généralement, on va faire des importations en dollars. C'est une monnaie devise. Donc, ce n'est pas en lire turque. La lire turque, aujourd'hui, elle a repris un petit peu parce qu'elle était complètement en baisse drastique. Donc, en important devises, généralement, les devises comme l'euro, le dollar, elles subissent quand même des fluctuations, certes, mais il y a toujours, au niveau de la banque, nous, en tant qu'importateurs, on a une assurance contre les risques de change. Et je pense que Oustad elle peut très bien nous expliquer ça mieux que moi, qui est professeur dans le commerce international. On a des assurances contre le risque de change. Et donc, quand on a une marchandise qui arrive, et quand il y a une incidence, automatiquement, nous, on est assuré contre ce risque de change. Mais je peux vous dire que l'incidence sur le coût de revient était quelque chose comme, je ne sais pas, 8-10%, pas plus que ça. Voilà. Merci, Nawal. Merci beaucoup, Madame Oumnia. Et on revient à Monsieur Hussein. Madame Oumnia a évoqué une crise de devises. Monsieur Hussein, vous êtes avec nous? Oui, je suis toujours là. Alors, Madame Oumnia nous a parlé d'une crise de devises. Du coup, le gouvernement a fait un appel pour réduire au maximum les importations, mais en contrepartie, elles ont encouragé l'exportation des produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur ce point-là et nous parler un peu de l'assurance devise dont Madame Oumnia nous a parlé d'un point de vue académique? Ok, je vais commencer par la gestion des risques de change. En fait, le change est l'un des risques grandioses et majeurs dans les entreprises. En fait, il se peut qu'on se mette d'accord sur
des devises, sur une importation en quantité en devises, mais il se peut que durant le déplacement, durant l'opération, les taux de change varient. Et donc, automatiquement, il y a le risque de change et il y a des instruments qui nous permettent de faire face à ces risques de change. Les instruments les plus faciles, c'est de se mettre d'accord avec le fournisseur et de retarder ou d'avancer la date de paiement en fonction du taux de change. La fameuse théorie de Leaks and Libs, ça consiste à retarder le paiement ou l'avancer. Tout ça, ça dépend de rapport de force avec le fournisseur. Il se peut qu'on se mette avec le fournisseur sur le paiement avec indexation sur le taux de change. Mais ça, c'est rare. Tout dépend du rapport de force. Il faut qu'on soit d'un rapport de force 3 à 1 ou 4 à 1 pour qu'on puisse exiger de fournisseurs de faire l'indexation. Mais toujours soit-il qu'on peut recourir à d'autres techniques pour se prémunir contre la variation ou contre ce risque de change. Il y a ce qu'on appelle les futures et les swaps. Mais dans tous les cas, l'opération consiste à s'adresser à la banque et à dire à la banque, voilà, est-ce que vous pouvez me trouver un moyen de faire face à cette variation de risque de change? Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ils peuvent se mettre avec vous, la banque peut se mettre d'accord avec vous pour vendre les devises à un taux fixé au préalable. Ça veut dire, il se peut qu'ils vous disent, on va acheter le dollar à 10 dirhams, par exemple. Vous allez voir, si vous supposez que vous allez exporter et que le taux de change est défavorable en votre faveur, donc vous pouvez accepter cette opération. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la banque? Elle se met d'accord avec vous que d'ici 3 mois, vous importez les devises avec un taux déterminé au départ, maintenant. Elle va se mettre d'accord avec une autre personne qui a besoin de devises pour, par exemple, importer d'ici 3 mois, moyennant le même prix qui est de 10 dirhams. Et donc, qu'est-ce qu'elle gagne la banque? Elle gagne une prime auprès du vendeur et une prime auprès de l'acheteur. Donc, ce sont des mécanismes qui sont un peu difficiles, mais qui permettent de se prémunir contre les risques de change. Donc, généralement, il y a les swaps et les futures qui sont les plus utilisés, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut recourir demander aux fournisseurs de retarder le paiement ou bien de l'avancer en fonction du taux de change. Voilà, c'est généralement les opérations Mais il n'y a pas que le risque de change, attention. Il y a le risque de non-paiement du fournisseur, il y a le risque pays. Il y a beaucoup de risques dans le commerce international. Mais généralement, on se dit qu'il faut gérer le risque de change. Il est important de gérer le risque de change afin de s'assurer de maîtriser les coûts. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on a comme coût dans l'importation? Il y a le coût du produit. Je vais partager une... Pardon, Monsieur Husseini? Monsieur Hussein? Oui. Pardon? Je crois qu'on a perdu Nawal, mais je crois que Nawal voulait dire juste que Monsieur Husseini, si vous pouvez mettre votre caméra. On vous D'accord. Ça marche? Oui, oui, super. Merci. Donc, je voulais partager avec vous un schéma qui retrace un petit peu les différents coûts existants
dans la logistique, bien sûr, il y a le prix de vente de la marchandise. Il contient le prix de revient plus la marge. Je viens de partager avec vous le document. Il y a les frais de manutention, d'emballage, de douane, de frais de mise en route. Il y a des frais de livraison. Bien sûr, tout dépend de l'incoterm. Là, je lis souvent aux incoterms. Les frais sont liés aux incoterms. Et ces frais, s'ils sont supportés payés par le fournisseur, ils sont toujours supportés par le client. C'est toujours le client qui supporte ces frais. Donc, il y a les frais de livraison. On utilise le terme fret pour qualifier l'opération de transport. Ce sont les frais liés au transport et ils concernent les frais de l'acheminement principal. Il y a du port d'embarquement jusqu'au port de débarquement. Il y a des coûts liés à la possession de la marchandise, tout ce qui est lié à la gestion de stock. Il y a des coûts de maintenance, des coûts d'utilisation, des coûts de retour de marchandises, des coûts liés à la non-qualité, mais entre-temps, il y a des frais qui peuvent paraître entre-temps. Il y a les frais de risque, liés au risque de change, les frais de coût de la matière première, les frais des autres risques. Voilà en général les coûts de l'opération de l'importation. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci beaucoup, Monsieur Le Hussein. Vous avez donné beaucoup de détails et on est reconnaissant pour toutes ces informations que vous partagez avec nous. Si j'ai bien compris, le point, si on veut faire de l'importation, je pense qu'il y a un double son. Allô? Vous m'entendez? C'est bon, Nawal, c'est bon. Maintenant, ça marche. C'est bon? Ok. Alors, pour faire un petit résumé de ce que Monsieur El Hussein nous a parlé, elle nous a parlé de risques, elle nous a parlé de coûts et beaucoup d'autres notions. J'ai simplement une petite question à Madame Oumnia pour faire un petit commentaire sur de quoi commencer si on veut faire de l'importation aujourd'hui. Je suis un importateur qui espère faire de l'importation, travailler dans l'import-export ou autre chose, ou simplement faire de l'importation pour effectuer une activité, pour créer une activité ici au Maroc. De quoi commencer? Quelles sont les structures que je dois contacter au début? Bien sûr, absolument. Nawal, vous me recevez? Oui. Très bien, super. Alors, bon, déjà, avant de passer aux procédures, on va dire, pratiques ou tactiques de l'opération d'importation, laquelle je maîtrise parce que ça fait partie de mon quotidien, je voudrais quand même insister sur le fait que j'ai vu pas mal de collègues dans l'entreprise faire des opérations d'importation de certains produits qui n'ont pas fonctionné sur le territoire national. La première des choses très importantes, c'est d'abord de faire une espèce de benchmark et de se dire qu'est-ce que j'importe et pourquoi j'importe et est-ce que cette marchandise que je vais importer, elle trouvera de la demande sur le territoire national et il y aura donc un pouvoir d'achat pour cette marchandise et puis le coût de revient, il faut savoir surtout calculer le coût de revient, c'est très important, dans lequel dans un premier temps je vais intégrer le coût de transport, toute la logistique, le transport jusqu'à chez moi si je suis dans une autre ville par rapport au port, etc. Et il y a des imprévus sur lesquels je voudrais insister par rapport aux jeunes qui voudraient s'intégrer ou s'intéresser à une opération d'importation. Dans un premier temps, il faut comprendre que
notre pays suit une politique protectionniste par rapport à certains produits. Je prends exemple du bois. Déjà, le bois, quand je dois, généralement par rapport à l'importation, pour certains pays, on va payer des droits de douane sur le poids de la marchandise. Et pour certains produits pour lesquels notre pays veut garder une certaine politique protectionniste, c'est taxé plus cher que les autres. Donc, pour quelqu'un qui veut rentrer dans une activité d'importation, première des choses, une étude de marché. Qu'est-ce que j'importe? Est-ce que si j'importe la marchandise, le coût de revient que j'ai, d'accord, il va me permettre d'être compétitif. Et je vais vous donner un exemple très simple. Moi j'importe du parquet. Vous me recevez? Oui. Vous me recevez. Par exemple, le parquet. Alors, si j'importe ce parquet et que automatiquement, il y a des entreprises marocaines sur place qui importent de Chine, qui importent d'Espagne, qui importent d'autres pays. Je fais mon calcul. J'importe du parquet, je vais amputer les frais justement du transitaire, du transport, et parfois, il faut intégrer des frais qu'on ne maîtrise pas. Et je vous donne un exemple. Pour une première opération d'importation, c'est-à-dire que je vais importer de la céramique, d'accord? Ça peut être une tasse, ça peut être les espèces d'ensemble de céramique qu'on utilise pour les salles de bain. Il y a un laboratoire au Maroc qui permet de juger de la qualité produit. C'est-à-dire que le produit qui rentre dans le territoire national, c'est pour d'abord protéger le consommateur parce qu'il y a une association de protection du consommateur marocain et c'est les normes. Il y a des normes en vigueur. Donc, pour comprendre ces normes, il faut revenir au texte de loi. Il faut connaître les textes de loi qui régissent le commerce international. Donc, ce laboratoire, il va faire des analyses. Ces analyses-là peuvent prendre jusqu'à 3 ou 4 semaines. Pour une première opération d'importation, le conseil que je peux donner, c'est d'intégrer ces variables miscellaneeuses, c'est-à-dire autres, divers, qui vont qui peuvent retarder la réception de la marchandise et qui peuvent nous pousser à payer des surestaries au port. Parce que quand je reçois une marchandise et qu'elle reste dans le port, je vais payer des surestaries, des frais supplémentaires pour le stockage de la marchandise dans le port. Si jamais je reçois cette marchandise avec un prix X et je vais intégrer les coûts de transport, du transit, de tous les éléments, et que si cette marchandise reste pendant un mois au port, c'est au moins 60 ou 70 000 dirhams de plus sur cette marchandise. Et donc, je ne suis plus compétitive. Donc, pour intégrer ce domaine, il faut connaître le texte de loi, il faut connaître les normes, il faut connaître aussi la politique protectionniste de notre pays par rapport à certains produits, ce qui est tout à fait légitime et normal. Et il faut pouvoir faire des calculs pour comprendre si je suis compétitif ou compétitif. Donc aujourd'hui, si je dois ramener une tasse comme ça et qu'elle doit me coûter exactement le même prix que celle qui existe à la même qualité au Maroc, ce n'est pas la peine de faire cette importation parce que mon produit ne sera pas vendable. Et il faut prendre en considération certaines, parce que là, je vous parle d'une expérience. Moi, j'ai vécu cette expérience, j'ai payé des surestaries parce que je n'ai pas été conseillée ou bien je n'ai pas assez bien cherché. Alors, il y a certains produits qui passent au crible au niveau des laboratoires, qui vont juger de la qualité du produit qui va tomber dans le territoire national. Et donc, pour ça, nos jeunes qui veulent intégrer donc ce domaine de l'importation ou du commerce international, connaître les textes de loi, faire ses études et pour une première opération prendre en considération ces variables aléatoires qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent avoir une incidence sur le coût de revient et qui peuvent avoir une incidence sur donc la manière avec laquelle je vais écouler ma marchandise et surtout le time to market. Et j'insiste sur ce terme qui est le time to market, le TTM, parce que parfois, je peux importer, et je reviens, j'ouvre une petite parenthèse sur cette crise de Covid, il y a certaines entreprises qui ont importé des masques, qui ont importé des gels sanitaires, qui ont importé des tapis pour les bureaux, etc., pour désinfecter, mais ils ne l'ont pas reçu au moment où il y avait un engouement, une très forte demande. Après, il y a eu la production nationale. Après, il y a eu une très forte spéculation sur les prix de ce genre de choses.
C'est-à-dire que même moi, si j'importe de Chine et je reçois un conteneur, avec tout ce qui se passe sur le territoire national, je ne suis pas compétitive. Et donc, je peux avoir cette marchandise complètement invendue. Donc, toujours étude, benchmark et prise en considération de toutes les variables aléatoires qui peuvent impacter et le coût de revient et le time to market de ce produit. Merci, Nawal. Merci beaucoup, Madame Oumnia. Avec plaisir. On a une question de la part de M. Jamal-Din Lezar qui nous a parlé d'un point qui est très intéressant. C'est le point du fait que si on opte pour un virement SWIFT, qui est une procédure très répandue et plus rapide, et on tombe dans un litige. Quelles sont les procédures et les organismes à contacter et qui prend en charge ce genre de problématique. Je pose ma question à M. Hussein tout d'abord, s'il peut nous donner un feedback. Oui. Bon, ce que j'ai à vous dire, il y a un contrat qui se fait au départ. Et dans ce contrat, on doit se mettre d'accord sur plusieurs points. Parmi les points, les tribunaux, les intermédiaires et les commissionnaires. Je vais parler de tribunaux. Est-ce qu'on va s'adresser au tribunal du fournisseur ou bien au tribunal du consommateur ou bien un autre tribunal intermédiaire? Donc, en cas de conflit, quelles sont les juridictions compétentes à trancher dans les problèmes? Ça doit être dans le contrat. Il faut prévoir ça dans le contrat au départ. C'est là où l'importance du contrat. Si on ne fait pas de contrat, on risque de trouver des problèmes par la suite. D'accord? Alors, je pense que tout doit être calculé dans le contrat. Il faut avoir un spécialiste juridique qui va nous mettre les clauses du contrat afin qu'on puisse les négocier avec le fournisseur. Maintenant, si on n'a pas ces clauses, on risque de nous confronter à des problèmes, d'immenses problèmes de paiement. Et vous savez que lorsqu'on exporte, on est obligé de rapatrier les devises. Et donc, déjà, on va trouver le problème de paiement par suite dans le rapatriement des devises. Secondo, on va trouver des problèmes avec les autorités monétaires du pays parce que toute exportation suppose le rapatriement de devises. Maintenant, pour les importations, on va payer, on trouve un problème. Bien sûr, justement, quelle est l'utilité du REDOC et du CREDOC? Si je paye directement en versement un acompte au départ, je prends plus de risques. Je prendrai moins de risques si je recours à des intermédiaires pour me prémunir contre ce type de risque. Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord un contrat. Ensuite, il faut recourir à la bonne technique de paiement pour qu'on puisse se sécuriser. Voilà les deux choses que je puisse dire sur les opérations de risque de paiement par SWIFT. À vous, madame. Merci beaucoup, monsieur le Hussein. Merci beaucoup, monsieur le Hussein. J'ai une question à madame Oumnia avant de passer à la partie export. Madame Oumnia. Oui. Est-ce que dans cette période de confinement, de Covid, vous a été légitime d'importer tout type de produits ou il y avait une restriction de produits que vous devez importer, vu la crise de devises? Écoutez… Est-ce qu'il y avait une liste? Bon, je vais vous dire une chose. Nous, en ce qui concerne nos produits, des matériaux de construction, non. Mais je sais que pour le secteur automobile, donc il était bloqué, d'accord. Aussi le secteur textile, il était au niveau de l'approvisionnement, surtout par rapport à tous les textiles qui sont importés de Chine, c'était bloqué complètement,
D'accord. Aussi, le secteur textile et habillement, les approvisionnements au niveau du secteur ont été fortement perturbés, comme une bonne partie de la matière première utilisée qui vient d'Asie, particulièrement de Chine. De l'autre côté, le secteur souffre aussi par rapport au textile et habillement de visibilité au niveau de la demande, notamment vu de la baisse de demande européenne sur le textile et habillement. L'Espagne et la France qui absorbent près de 60% des exportations du secteur. Et je parle des exportations en admission temporaire. C'est-à-dire le tissu qui rentre au Maroc, qui est façonné, d'accord, dans des usines à Fès, à Tanger, à Rabat, etc., qui repart, c'est ce qu'on appelle l'admission temporaire. Donc, il y a eu une baisse de 60% des exportations en admission temporaire vers des pays comme l'Europe, comme la France et l'Espagne, induisant une baisse de commandes auprès des fournisseurs, selon, bien sûr, c'est les dires du président de l'AMIT, qui est l'Association marocaine des industries textiles et de l'habillement. Pour l'agroalimentaire, donc on va dire qu'avec un chiffre d'affaires annuel dépassant 100 milliards d'euros, en moyenne, au cours des dernières années, cette industrie elle représente quand même 25% du PIB industriel marocain, et c'est une industrie de transformation qui a été aussi bloquée à presque, on va dire, quelque chose comme 40 ou 50%. D'accord. Pour les produits de la mer aussi, ils ont été arrêtés. Donc, on n'a pas eu d'entrée, d'accord, ni de sortie. Alors, pour les produits de la mer, d'ailleurs, on l'a remarqué, tout le monde le disait, en langage courant, on trouve un meilleur poisson sur le marché. On a mangé un très bon poisson pendant le mois de Ramadan et même avant, parce que justement, il n'y a pas eu de sortie des produits de la mer du territoire national. Et on avait un poisson magnifique avec un très bon prix. Voilà, donc pour revenir un peu aux gens qui font les courses, ils vont me rejoindre pour ça. Alors, pour l'agriculture, bien sûr, on a eu la catastrophe de l'annulation du SIAM, qui est le Salon international de l'agriculture du Maroc, qui est tenu chaque année à Meknès et qui est prévu initialement pour le mois d'avril. Ça a tué les coopératives parce que le segment des coopératives vit beaucoup à travers le SIAM et des groupes économiques de plus de 12 milliards de dirhams, d'accord, avec un risque de perte de chiffre d'affaires compris entre 60 et 80%. D'accord. Donc, c'est quand même assez lourd comme impact sur le travail des coopératives agricoles qui font l'huile, qui font les produits le seigle, le froment, le zra, etc. Donc, c'est assez lourd. Donc, le secteur des fruits et légumes aussi a été impacté. Le secteur de l'offshoring, je ne vous laisse pas dire, et quand je vous parle donc d'une crise de devises, parce que quand même, l'offshoring au Maroc emploie plus de 110 000 individus, d'accord, autour de 3 métiers principaux, technologie de l'information, externalisation des processus d'affaires et la gestion des relations clients. D'accord. Donc, aujourd'hui, l'offshoring, justement, il a reçu un coup. Alors, je me répète, le Maroc emploie plus de 110 000 personnes dans le secteur de l'offshoring. Il a été touché parce qu'il y a une proximité par rapport aux gens qui travaillent avec des casques, qui sont assis les uns à côté de l'autre. Et même s'ils ont remplacé par le télétravail, ce n'est pas du tout le même potentiel ni le même chiffre d'affaires. Et donc, automatiquement, il y a eu quand même un impact sur les devises. Voilà, je parle d'un secteur qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup, c'est le secteur financier. Bien sûr que le Moroccan, le Mazi, il a perdu quand même 21,6% entre le 28 février, d'accord, et le lundi 2 mars. Donc, il y a eu une chute très importante dans les cours des actions des entreprises cotées au Maroc. D'ailleurs, pour les gens qui font de la bourse, c'est le moment d'acheter parce que il y a une chute des prix des actions. Et donc, voilà. Donc, je vous ai donné un petit peu une petite lecture d'ensemble sur l'impact du Covid sur le commerce international. C'est sûr que c'est un coup de massue. Et d'ailleurs, il y a automatiquement des mesures qui doivent être prises pour pouvoir aider ces secteurs à se relever. Il y a des secteurs qui sont très importants pour l'emploi. Il y a des secteurs qui sont très importants pour l'importation des devises. Il y a des secteurs qui sont très importants pour l'économie nationale et qui doivent vraiment être soutenus sérieusement pour pouvoir sortir de cette crise. Merci, Nawal. Merci beaucoup, Madame Ouminia. Avec plaisir. On a beaucoup parlé de l'importation. Maintenant, on va parler de l'exportation. Et qui dit importation, dit exportation. Avec la crise du Covid, comme Madame Ouminia a mentionné, il y avait beaucoup de salons qui ont été annulés, notamment les SIAM, etc. C'est beaucoup de salons
auxquels on fait de la prospection, nous, entrepreneurs, qui cherchent des marchés à l'étranger, etc., qui veulent faire de l'exportation. Comment vous prévoyez la prospection et l'exportation l'après-Covid? Surtout que presque tous les salons foires qui étaient prévus pour le 2020, elles ont été annulées. Pour vous, Monsieur Hussein, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Oui, en fait, c'est difficile de trouver les clients, mis à part les salons et foires. C'est très difficile. Maintenant, les formations ne se font plus en présentiel. Même la recherche des fournisseurs va se faire sur le net. Là, je vois que le seul moyen maintenant pour avoir le contact ou bien pour communiquer avec l'autre, c'est le net. C'est vrai que grâce au salon et foire, on a le contact, le face-à-face direct avec les clients. Rien ne peut remplacer ça, mais toujours soit-il le recours au net pour contacter, communiquer avec les autres, ça reste une solution provisoire. Donc, on peut recourir au net pour contacter les clients, mais ce n'est pas vraiment le vrai contact. Le meilleur contact, c'est le face-à-face. Voilà. Et Madame Omnia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Je vais remettre le son, remettre la caméra. Oui, Nawel. Alors, je voudrais quand même qu'on récapitule parce que je voudrais quand même mieux comprendre votre question. Donc, j'ai donné une vue d'ensemble sur l'impact, on va dire, sur l'économie, le commerce et les mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, les mesures qui ont été prises au niveau de… Il y a eu quand même la création d'un fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus afin de tempérer les conséquences économiques et sociales résultant des mesures préventives. Il y a eu des mesures prises au niveau de l'économie, créant un comité de veille économique ayant pris plusieurs décisions dans la suspension des charges sociales des secteurs comme des différentes entreprises jusqu'à juin 2020, mise en place d'un moratoire pour le remboursement des échéances, des crédits bancaires, le leasing, etc. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises au moment opportun et qui ont vraiment aidé les entreprises déjà à se rendre compte et à sortir on va dire, du choc de cette pandémie. Parce que voilà, du jour au lendemain, nous, en tant qu'entreprise, on nous demande d'arrêter l'activité, de voir notre personnel chez eux à la maison, de faire du télétravail, de nous adapter avec des systèmes de nouvelles technologies qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire que vraiment, on est rentré dans un processus d'apprentissage, comme on dit le learning environment. Donc, on est rentré dans ce processus d'apprentissage comme un coup de massue. Il fallait qu'on s'adapte. Il y a eu, je remercie au passage tous nos équipes et notre personnel qui se sont, les pauvres aussi, adaptés, qui ont fait du télétravail, d'autres qui étaient obligés quand même de se déplacer parce qu'il y avait des urgences. Donc, franchement, toutes nos équipes, tous les gens ont fait de leur mieux, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, pour revenir par rapport à votre question, Nawal, vous parlez d'export. Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre pays a mis en place des barrières. C'est-à-dire que certains produits étaient interdits à l'export. Pourquoi? Parce que les pays hôtes qui reçoivent, ils ont arrêté, ils ont fermé les frontières. Ils ont décidé de ne rien recevoir d'extérieur. Je voudrais quand même, et j'espère que je ne parle pas trop vite pour l'audience, je voudrais quand même saluer au passage notre pays et nos jeunes, les jeunes étudiants qui ont quand même fabriqué des respirateurs donc pour la respiration artificielle. Pour moi, cette crise, elle a eu quand même des incidences positives, pas que négatives. On a compris qu'on avait des compétences, qu'on avait des têtes, qu'on avait des jeunes qui étaient pleins d'ambition et qui avaient beaucoup de choses à donner. Et ça, en parlant de ça, je suis vraiment très émotionnelle parce que vraiment, on a senti qu'on avait un grand potentiel et que nos jeunes étaient géniaux et qu'ils avaient juste besoin
de cette opportunité qu'on leur donne leur chance de créer, d'innover, de montrer de quoi ils étaient capables. Nos ingénieurs, nos étudiants partout, les gens qui ont fait des études, des enquêtes, c'était général. Moi, j'étais, franchement, cette crise, peut-être qu'elle va avoir un impact pénible sur l'économie, mais à côté de ça, sur le plan social, sur le plan patriotique, je pense que le Maroc, on avait besoin de ça, de sentir qu'on a pu quand même, malgré que l'export était bloqué, nos propres masques, nos propres machins respiratoires, qu'on pouvait être un pays de solidarité extraordinaire, que nos médecins qui ont travaillé dans les hôpitaux, ils faisaient de leur mieux. Et donc, c'est quand même très important. Alors, pour les activités d'exportation, c'était des normes nationales et gouvernementales. Pour certains produits, on a décidé de ne pas exporter et les pays hôtes ont décidé de ne pas recevoir. Mais à part ça, par rapport aux activités normales, c'est-à-dire que vous avez bien vu que notre pays a permis aussi l'entrée du blé, donc on a pu importer le blé, il a été distribué et notre gouvernement a donné des ordres fermes pour que ce blé soit transporté dans toutes les villes du Maroc sans arrêt, non-stop. Parce que j'ai des collègues et des amis qui sont dans le secteur des transports routiers, les camions qui transportent la marchandise, ils étaient à garde, ils étaient toujours alertes. Si on a besoin de transporter la nuit, on transporte la nuit, bien sûr en respectant les normes de sécurité, les normes sanitaires et bien évidemment les normes de sécurité. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc les secteurs, je reviens par rapport à ta question. Nous exportons quoi au Maroc? En grande partie, on exporte textile et habillement en admission temporaire. C'était bloqué. Comme je vous ai dit, une diminution de 60% des exportations, je me répète sur ce chiffre, donc pour le textile et habillement qui est exporté vers l'Europe. Parce que c'est l'Europe qui n'a pas voulu le recevoir. Ce n'est pas nous qui n'avons pas voulu exporter. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au textile et habillement. L'industrie agroalimentaire qu'on exporte aussi, donc il y a nous exportons des agrumes, nous exportons de l'huile, nous exportons beaucoup des olives. Donc il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui… L'agroalimentaire, il a connu une baisse, quelque chose comme 50% de l'activité. Pourquoi? Parce que les pays hôtes ont eu peur de recevoir. Mais sinon, notre pays a mis en place des mécanismes de relais, des mécanismes qui ont permis vraiment de continuer l'activité pour, par les activités qui sont sécurisées, on va dire, pour ne pas… Parce que bien sûr, l'objectif et la priorité dans cette crise sanitaire, c'était de rester en bonne santé. Et d'ailleurs, le Maroc, il a fait prévaloir la santé de ses citoyens sur l'économie. Et il l'a supporté de l'autre côté par le fonds qui a été créé, etc. Maintenant, si je peux me permettre, si c'est la dernière fois que je prends la parole avant de quitter, je voudrais quand même évoquer, d'ailleurs tout à l'heure, j'ai eu une émission radio à 4 heures avec Medina FM, et c'est ce que j'ai dit. C'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un après-Covid. Le Covid, c'est derrière nous, alhamdoulilah. Oui. J'espère que cette pandémie, Inch'Allah, tout le monde en sortira vraiment sain et sauf. Et c'était dur, c'est pas évident. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut gérer l'après-Covid. Il y a deux volets sur lesquels je voudrais, si vous me permettez, si je peux continuer à prendre la parole, je voudrais intervenir. Le premier volet, l'après-Covid, par rapport au nouveau mécanisme de cohabitation. Aujourd'hui, c'est très dur pour nous de voir quelqu'un rentrer et on ne le salue pas. Ce n'est pas de nos habitudes. Donc, ce sont de nouvelles habitudes qu'on va prendre, des mesures sanitaires très importantes. Toutes les entreprises marocaines doivent se munir d'alcool, de sanitizer, de tapis, etc. Ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui, toute cette marchandise elle est disponible sur le territoire. Et l'élément très important, c'est comment gérer l'économie et comment l'entreprise doit se gérer et gérer l'après-Covid. D'abord, il faut une nouvelle stratégie. Il faut intégrer dans toutes les entreprises des comités de veille qui vont essayer de supporter ou de mettre en place des restructurations dans ces entreprises. Comment restructurer, comment voir l'entreprise après le Covid, comment faire pour se relever de ce strike, de cet orage, de ce tsunami qui nous a touchés. Troisième élément très important, c'est aujourd'hui, les entreprises doivent être conscientes qu'elles doivent créer des synergies entre elles. Si moi, je suis dans les matériaux et une entreprise dans les matériaux, il faut qu'on crée des synergies, il faut qu'on s'entraide. Et aussi, il y a un élément très important,
et moi, ça me tient à cœur parce que je suis dans la finance et j'ai fait un travail de recherche en finance sur les rapprochements. Mais chez Aïb, ce n'est pas méchant si aujourd'hui les entreprises se rapprochent. Si moi, j'ai une structure fragile, je peux me faire absorber par une entreprise plus importante et que les capitaux se rapprochent. Il faut vraiment s'ouvrir sur les synergies. Parce que ce qui fait la force aux États-Unis ou en Europe ou dans des autres pays, c'est que les capitaux sont complètement dans des océans bleus, c'est-à-dire qu'elles partagent, qu'il n'y a pas de concurrence, on va dire, rude. Il y a plutôt des synergies et il faut que les entreprises se rapprochent. Il y a une nouvelle façon de manager. Aujourd'hui, le management, la gestion de la qualité des produits, les normes, la certification, tout ça, ça doit être d'actualité. Aujourd'hui, un produit doit être certifié qualité, d'accord, et hygiène. Qualité et hygiène. Donc, ça va rentrer dans les habitudes, dans les normes. Et bien évidemment, le plus important aujourd'hui, c'est que de la même manière qu'on prend en compte et qu'on se prépare pour des crises financières comme la crise de 1929, comme la crise de 2008 des subprimes, comme je dis n'importe quoi, la crise pétrolière de 1972, il faut savoir qu'il y a des crises sanitaires, des crises pandémiques qui peuvent être plus méchantes que les crises financières et les crises économiques et qui peuvent vraiment noyer l'entreprise et noyer l'économie d'un pays pour des décennies. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mounia. Et on passe aux questions. Il y a des questions. Je voulais juste un petit détail, si je me permets, Nawal, une minute pas. Seulement pour ceux qui veulent poser la question et pour que je leur active le micro, si vous pouvez lever la main. Donc, pour lever la main, tout simplement, en bas, vous avez plus et vous pouvez lever la main. Et je vous active votre micro. Merci. Mais on peut commencer avec une question. On a une question de Chris. On commence par la question de Monsieur Chris, qui parle avec la crise qui va faire rage. Est-ce que nous pouvons nous attendre à encore plus de mesures de facilitation, encore plus de l'export-import vers l'Afrique subsaharienne, ou plutôt un durcissement de législation? Est-ce que Monsieur Hussein peut nous répondre? Oui, bien sûr. Mais tout d'abord, j'aimerais partager mon écran pour vous montrer certains chiffres que j'ai ici. Voilà. Pardonnez-moi juste quelques minutes. Voilà. Je viens de partager mon écran. Et là, je vais vous parler des échanges. Les échanges commerciaux. En plein écran, Monsieur Hussein. Pardon? Est-ce que vous pouvez mettre la présentation en plein écran? En plein écran, d'accord. Voilà. Oui, merci. OK. La situation commerciale des entreprises marocaines avant le confinement. Je vais parler des échanges commerciaux du Maroc entre 1998 et 2018. En 1998, on avait aux alentours de 167 millions de dirhams. En 2018, on a constaté une nette croissance des échanges commerciaux aux alentours de 756 millions de dirhams. Maintenant, les importations se sont améliorées et les exportations se sont améliorées, mais moins que proportionnelles. Ce qui fait la structure du commerce marocain était déficitaire. On peut dire que le déficit il est structurel au Maroc. Pour ce qui est, si je souhaite comprendre plus ce déficit, je vais voir les accords avec les autres pays. Par exemple, l'accord de libre-échange avec les États-Unis. On avait un déficit commercial aux alentours de 11,45 millions de dirhams. Le déficit avec les pays, avec la Turquie,
On est toujours déficitaire avec un taux de croissance de déficit de 15,62%. Par contre, avec l'Afrique, on constate qu'on est passé du déficit à l'excédent. Je vais parler de la date, je vais prendre l'indicateur, la date 2006. On était déficitaire aux alentours de 1,28 million de dirhams. On est devenu excédentaire 2,67 millions de dirhams. Ce qui fait, et avec les pays de l'Égypte, la Jordanie et la Turquie, on est aussi excédentaire. Donc, je pense, pour répondre à la question de notre collègue, l'Afrique et les pays arabes, c'est l'avenir. Après la crise, je pense que l'Afrique va constituer une soupape de sécurité pour nos exportations et nos importations. L'avenir, c'est l'Afrique. Avec les taux de croissance qu'on constate dans beaucoup de pays africains, Sénégal, Côte d'Ivoire, beaucoup de pays, on constate que le taux de croissance s'améliore. Il est temps de revoir les accords avec ces pays africains. Maintenant, le Maroc a déjà fait un petit pas. Il voulait intégrer le CEDEAO. Malheureusement, on attend toujours l'accord, mais on n'est pas encore intégré. On voulait développer encore plus les échanges avec le reste de l'Afrique. On est toujours présent, beaucoup d'entreprises. Il y a la télécommunication, il y a tout ce qui est assurance et finance. On exporte beaucoup, on importe beaucoup, mais on n'a pas encore atteint les objectifs souhaités. L'avenir, je vous le dis, c'est l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hussein. Je te rejoins sur ça. Et vraiment, l'Afrique, c'est un marché qui est très intéressant pour plusieurs types de produits. Notamment, nous, on est en train de travailler sur l'Afrique pour améliorer notre exportation en Afrique, faire de l'importation d'autres produits nécessaires pour la production de produits artisanaux, vu que ça devient plus compliqué avec l'Europe. Du coup, notre seule alternative, c'est l'Afrique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'aimerais juste ajouter un petit point. C'est que avec nos confrères africains, la concurrence n'est pas vraiment difficile. Maintenant, je veux exporter une bouteille d'eau minérale, pour ne pas citer de nom. Il vaut mieux que je l'exporte en Afrique qu'en Europe. Mais vraiment, en Europe, où il y a une concurrence rude, il nous est difficile d'exporter les produits en Europe. Bien que on sait que l'Europe, maintenant, c'est une bonne partie de nos exportations vont en Europe, une bonne partie des importations. Mais je vous assure que la croissance réalisée en Afrique, c'est un gain à réaliser par la suite. Il faut réfléchir. La concurrence est équitable. Le pouvoir d'achat, il est là. Il faut juste instaurer d'autres mécanismes. Il est préférable de développer encore le domaine logistique afin que les marchandises puissent être acheminées dans différents coins d'Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Hussein. Merci beaucoup, Madame Oumnia. C'était très enrichissant. Vraiment, on va clôturer sur le point que le commerce international a continué toujours d'exercer, même lors de cette pandémie. Il y avait quelques restrictions, mais ça continue toujours et l'avenir, c'est l'Afrique. Merci beaucoup pour toute personne qui était avec nous aujourd'hui. Et je passe la parole à Madame Leila pour clôturer ce panel.